Effectivement, merci Delphine, merci pour cette journée très intéressante. Effectivement, la santé nous concerne tous et vous concerne particulièrement, puisque tous les sondages le montrent. En grande majorité, à plus de 85%, les femmes déclarent que ce sont elles qui gèrent la santé à la maison. Vous savez, nous les hommes, je peux le dire, dès qu'on est malade, c'est la fin du monde. Donc effectivement, souvent, les enfants, la garde des enfants, la santé, les rendez-vous chez les médecins, ce sont les femmes qui le gèrent et elles font beaucoup plus attention à elles. Elles sont des patientes beaucoup plus attentives et assidues que le sont les hommes. La santé est un sujet qui nous a semblé particulièrement important de mentionner aujourd'hui, puisque vous le savez, vous avez vu en début de semaine, Apple a lancé sa Watch. Certes, on en a beaucoup parlé, mais ce qu'ils ont surtout lancé, c'est un autre programme, le Research Kit, qui est un programme d'études cliniques, d'essais cliniques, qui va permettre aux 700 millions d'iPhone d'être connectés à la recherche clinique et de pouvoir rapporter des données sur un certain nombre d'informations. Delphine l'a annoncé, la santé connectée est en train d'exploser. On a l'Internet des objets qui arrive, avec beaucoup qui vont concerner la santé, avec une masse de données qui va être colossale. Il y a quelques semaines, Google a lancé aussi une filiale et un certain nombre de projets sur la santé, notamment pour lutter contre la mort, pour lutter contre le vieillissement. Barack Obama, il y a quelques jours, dans son discours à l'Union, a annoncé qu'ils allaient séquencer le génome de plus d'1 million d'Américains. Et il a déclaré que c'est peut-être le moyen pour l'Amérique de guérir définitivement le cancer et le diabète. Donc, toute cette transformation de la santé et cette transformation digitale, puisqu'elle avait déjà impacté un certain nombre d'autres secteurs économiques, les informations, les voyages, le commerce, est en train d'arriver dans la santé. On le voit, il y a une explosion des investissements, des startups. Et donc, tout ce monde de la santé est complètement perturbé, pour ne pas dire disrupté, par un certain nombre de nouveaux entrants et de nouvelles pratiques. Et en premier lieu, comme dans tout secteur qui change grâce au digital, c'est le consommateur, dans notre cas le patient. Et je vois Anne à ma gauche qui réagit forcément. Le patient ne veut pas être appelé consommateur, mais c'est celui qui, dans le système, au final, consomme le soin, consomme les médicaments. Et donc, c'est ce qu'on appelle le patient empowerment, où maintenant les médecins le savent, tous les patients vont regarder sur Google pour aller voir le diagnostic, voir le traitement. Chacun d'entre nous est allé voir Dr Google pour regarder un symptôme ou quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important. Et je vais vous les présenter au fur et à mesure des questions, mais sont représentés autour de la table tous les représentants du système pour pouvoir patients, industrie pharmaceutique, professionnels de santé. On a un médecin et un pharmacien. Et puis les startups aussi, avec Camille qui est là-bas. Donc, je vais commencer par la première question pour Anne, puisque effectivement, c'est le patient qui est au cœur de ce changement de la santé. Vous êtes responsable de la communication et de la recherche à l'AFA, donc l'association François Aupetit, qui lutte contre les MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Vous êtes membre du groupe référent, de plusieurs groupes référents au niveau de l'Agence du médicament, membre du conseil d'administration de l'AKIS, donc qui est l'association de qualité d'Internet, de l'information sur Internet santé, membre du comité d'évaluation et du GRAM, donc le groupe de réflexion des associations de malades de l'INSERM, donc vous participez à beaucoup de programmes de recherche. Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec le digital pour les patients ? Je pense qu'il faudrait toute une journée pour répondre à cette question. On a juste une demi-heure parce qu'on raccourcit un peu cette table ronde. Bon, la première chose, c'est que c'est incontournable. L'acteur de santé qui finalement a émergé dans ces 15 dernières années grâce à Internet, eh bien, c'est le patient, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors moi, personnellement, je ne suis pas touchée par la maladie, mais ça fait 15 ans que je côtoie et que je vis avec les patients. Je modère des forums et les forums sur Internet, c'est à la fois de la connaissance de ces patients qui connaissent mieux que personne leur maladie au quotidien parce qu'ils la vivent tous les jours de toute leur vie. Et puis parce que aussi ces malades chroniques qui sont touchés quand même par des maladies qui sont invalidantes, handicapantes, etc., dans ces communautés, créent énormément de bienveillance et d'entraide, d'autosupport entre pairs qui est absolument incroyable. Une force incroyable d'entraide et de solidarité. Et la dernière chose, je crois, qui est important de dire dans ces communautés, c'est que ça crée aussi de la pertinence, figurez-vous. La pertinence parce que non seulement les patients sont des experts de leur propre expérience, de leur maladie, mais ils ont su, avec Internet, finalement,
finalement agréger un certain nombre d'informations. Par exemple, ils sont au courant des dernières recherches, des nouveautés thérapeutiques, des dernières pratiques cliniques qui font qu'aujourd'hui, on a, à travers le patient, une personne qui est à la fois informée et qui à la fois connaît très bien sa maladie. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change, c'est d'abord un rapport entre un médecin et un patient, puisque finalement, dans ce colloque singulier entre le médecin et le patient, on a une augmentation, entre guillemets, des capacités d'un patient, et on sait, à ce moment-là, partager un savoir commun qui permet finalement, d'une certaine façon, de faire circuler un petit peu les pouvoirs. Les pouvoirs changent. Et donc, du coup, on n'a plus du tout cette espèce de relation descendante d'un sachant médecin qui va dire de façon autoritaire ce qu'un patient doit faire. Il y a cette espèce de savoir partagé qui, à mon sens, est quand même relativement vertueux. Mais dans le même moment, ça c'est vraiment quelque chose que je remarque dans les forums, dans le même moment, il y a aussi une fracture entre le médecin et les communautés de patients. Parce que finalement, les communautés vont plus vite que les médecins. Elles réfléchissent plus vite sur la prise en charge de leur maladie. Elles réfléchissent plus vite sur les prises en charge non médicamenteuses. Elles réfléchissent plus vite finalement que la médecine traditionnelle. Et en même temps que se crée ce savoir partagé avec le médecin, il y a quelque part dans une fracture parce qu'en dehors de la consultation et de ce colloque singulier, il y a des pratiques communautaires qui sont incroyablement bien organisées. Donc je crois que ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ça change aussi quelque chose, je pense, auprès des laboratoires pharmaceutiques. Je pense que les laboratoires peuvent répondre, mais il y a aussi incontestablement des questionnements sur le traitement. Je crois que les patients aujourd'hui sont très observateurs des effets secondaires des traitements, de leur qualité de vie. Et à traitement égal, à deux traitements qui seraient égaux dans leur efficacité, les patients préfèrent choisir ceux qui leur apportent une meilleure qualité de vie, ceux qui leur apportent moins d'effets secondaires. Et je pense que la place du prescripteur a aussi du coup un petit peu changé. Donc je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se retourner à l'heure actuelle dans les pouvoirs que les patients ont la main aujourd'hui pour changer quelque chose qui était finalement relativement traditionnel dans les pouvoirs. Merci Anne. Malika, naturellement, puisque Anne a interpellé, ou en tout cas fait cette remarque sur l'industrie pharmaceutique. Vous êtes Malika Mir, vous êtes donc Chief Digital Officer dans le groupe Ipsen. Ipsen est un groupe d'origine française. Il fait à peu près 1,2 milliard de chiffre d'affaires à travers le monde, 4500 employés. Vous investissez énormément d'argent, comme beaucoup de laboratoires, plus de 15% de votre chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Vous êtes dans l'endocrinologie, dans la neurologie, dans l'oncologie. Comment vos structures, vos organisations évoluent justement par rapport à ce nouvel acteur, plein d'informations, plein de demandes, plein d'aspirations. Comment vous vous adaptez ? Alors justement, en voyant que les patients ont pris un peu possession aussi de leur maladie et de leurs conditions de vie, nous, industrie pharmaceutique, on était très centrés sur trouver un produit, trouver un médicament qui répond à une pathologie, et puis le patient était un petit peu éloigné de nous. C'est la grande force et en même temps la grande nouveauté de cette révolution de modèle et cette nouvelle communication, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'écouter ces communautés de patients et de comprendre comment ils vivent la maladie, donc pas uniquement autour de juste la pathologie, mais de façon beaucoup plus large. Ce qui nous conduit à pouvoir prendre des décisions qu'on n'était pas capable de prendre avant. Quand on écoute des communautés de médecins sur une certaine pathologie où on traite quelle que soit la maladie, mais qu'on entend que le patient a mal à la tête toute la journée et que ça lui est très pénible dans sa vie au quotidien, ça nous donne, nous aussi, une indication qui pourrait nous permettre de rajouter, je ne sais pas, je dis une sottise, mais du paracétamol dans le produit, qui fait que j'ai moins mal à la tête tous les jours et du coup, ma maladie est un petit peu moins pénible à vivre. Donc cette écoute et tout ce qui se passe et la liberté avec laquelle les patients échangent aujourd'hui sur le monde numérique nous permet de collecter ces informations et d'être aujourd'hui en capacité de pouvoir les intégrer dans nos produits dès l'origine et de pouvoir répondre à une meilleure qualité de vie au-delà du traitement de la maladie uniquement. Cécile Monteil, donc vous êtes médecin. Je vais vous passer la parole parce que Anne a effectivement dit que
ce colloque singulier, cette consultation avait beaucoup changé. Vous êtes médecin et entrepreneur, vous exercez aux urgences pédiatriques à la PHP, dans un hôpital parisien. Vous faites aussi des remplacements en médecine générale, un petit peu dans la brousse, donc au plus proche du patient. Et vous êtes directrice médicale d'une start-up qui travaille sur ces fameuses données issues des objets connectés, notamment dans la recherche clinique. C'est ça le médecin de demain, c'est le médecin qui touche à tout, qui écoute le monde qui évolue, c'est un médecin 2.0. Alors, pour moi, pardon, je suis un petit peu malade, j'ai la voix un petit peu cassée. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Exactement. Alors, pour moi, le médecin de demain, c'est le médecin qui va s'adapter, donc effectivement, aux évolutions de l'écosystème de la santé. C'est un médecin qui va savoir passer effectivement de la relation paternaliste, où on était détenteur de la connaissance, et donc c'était nous qui étions en capacité de prendre les décisions pour le patient, à une médecine qui, pour moi, devient collaborative. Elle devient collaborative effectivement avec le patient qui maintenant a accès à des connaissances grâce à Internet, qui peut maintenant gérer lui-même une partie de sa pathologie grâce toujours à Internet et par exemple aux objets connectés. Mais c'est aussi une collaboration avec le monde extérieur, avec les laboratoires pharmaceutiques, avec les ingénieurs, avec les entrepreneurs, avec les communautés de patients, pour que tous ensemble, en fait, on puisse construire les outils qui vont faire la médecine de demain. Moi, j'ai toujours une vision qui est que plutôt que de voir les fractures ou plutôt que de voir les choses qui séparent, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut s'allier ? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Comment est-ce qu'on peut se focaliser sur les choses positives plutôt que sur ce qui nous divise, en fait ? Voilà, donc du côté des médecins, le médecin 2.0, effectivement, il est un petit peu à la traîne. Pourquoi ? Parce qu'on a des études qui sont longues, qui sont difficiles, avec des programmes qui sont extrêmement statiques, et que donc on ne nous apprend pas. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un effort à faire dans tout ce qui est éducation des médecins. Et ensuite, une fois que ces médecins sont entre guillemets dans leur pratique quotidienne, il faut aussi les accompagner. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice. J'ai créé une communauté pour les médecins où on leur apporte l'information sur les nouvelles technologies, sur la digitalisation du système, parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait, quand on est médecin, quand on travaille de 8h du matin à 21h, et qu'à 21h, il nous reste toute la paperasse à faire, même le week-end, c'est un petit peu compliqué d'aller s'informer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est nouveau. Et donc, j'essaye d'apporter cette information aux médecins, de les faire échanger pour que la profession se modernise et accompagne, en fait, ce changement. On a dit qu'on ne parlerait pas des grèves, mais effectivement, vos confrères sont en train de faire savoir qu'effectivement, ils n'en peuvent plus de ce système. À votre gauche, Géraldine Gauthier, donc vous êtes pharmacien. Alors, on parlait effectivement de décloisonner. On sait que les rapports médecins-pharmaciens, selon les villes, ne sont pas toujours simples. Donc, vous avez effectivement fait des études de pharma. Vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique d'abord, ensuite été dans l'officine, et maintenant vous êtes entrepreneur avec votre société Le Monde Pharmaceutique, notamment le mondepharmaceutique.tv. Vous êtes une web TV d'éducation, de medical education pour les pharmaciens. On voit bien que la pharmacie est en train de changer aussi sous l'impact de ce e-commerce de la pharmacie. Comment vous le vivez, cette transformation numérique en tant que pharmacien ? Alors, on le vit au jour le jour. On le vit effectivement au jour le jour, avec la véritable révolution qui se fait à l'heure actuelle dans la santé et particulièrement sur le métier de pharmacien. Là, on le voit bien à l'heure actuelle, depuis janvier 2013, on peut vendre des médicaments sur Internet, mais il faut que ce soit un pharmacien qui ait sa propre officine. Et en plus, ce sont des médicaments qui sont seulement sans ordonnance. Donc cette loi reste encore restrictive, mais le médicament n'est pas un produit comme les autres. Et puis on le sait bien aussi avec les chiffres de l'OMS qui montrent que 50% des médicaments vendus sur Internet sont falsifiés ou contrefaits. Donc il y a une véritable prise de conscience d'évoluer dans le bon sens, dans le digital, dans le numérique, mais tout en gardant une sécurité et tout en gardant un conseil associé aux patients. Ce qu'on voit aussi au comptoir, c'est des patients effectivement beaucoup plus éduqués, informés. Ils sont passés par Dr Google, ils arrivent avec leur petit papier en me disant voilà, nous on a ça, je pense qu'on va bientôt mourir. Voilà, ils sont très inquiets, c'est assez perturbant et assez compliqué. Donc nous, au niveau de notre média, Le Monde Pharmaceutique TV, on est une chaîne qui est réservée aux pharmaciens d'officine, mais justement à partir de là, ce mois-ci, on ouvre nos portes au grand public pour apporter une information de qualité réalisée par des experts, donc que ce soit des professionnels de santé, mais aussi des associations de patients avec du partage d'expériences, des témoignages, des portraits, donc pour permettre effectivement d'avoir une information plus qualifiée.
Il y a un autre point peut-être qui est intéressant aussi pour la pharmacie. La digitalisation, elle arrive aussi avec les nouvelles missions du pharmacien, puisque le pharmacien, là, à l'heure actuelle, peut faire des entretiens pharmaceutiques. Donc il va suivre de manière posée dans un bureau avec son patient la compréhension du patient sur sa maladie, la compréhension sur le médicament, sur l'importance de bien prendre son médicament. Et pour moi, le digital arrive complètement dans la pharmacie, et la pharmacie de demain est vraiment une pharmacie hyper connectée, hyper digitalisée, parce qu'elle va être au service de l'accompagnement que le pharmacien va pouvoir donner à son patient. Ouais. Merci beaucoup. Camille, vous vous occupez du marketing et de la communication d'une start-up, Human Life. Vous étiez dans la délégation, la fameuse délégation de la French Tech au CES de Las Vegas pour représenter le numérique français. Vous avez gagné pas mal de récompenses avec ces startups, notamment le prix de l'IMC Awards de l'Internet Manager Club il y a encore quelques semaines. Vous êtes un carnet de santé 2.0, un agrégateur de données de santé issus des objets connectés, et puis surtout un coach pour pouvoir permettre aux gens de gérer leur santé. D'ailleurs, votre slogan, c'est « Pourquoi gérer votre argent sur Internet et pas votre santé ?» Vous venez d'entendre tous ces acteurs historiques, traditionnels de la santé. Comment vous vous positionnez par rapport à eux et quelle place ont ces startups de la e-santé dans cet écosystème ? Oui, donc on voit que cet écosystème de la santé est vraiment en transformation grâce au digital. Internet aujourd'hui sert justement à avoir accès aux informations, et nous on prend le parti d'être un outil de suivi, donc plus sur l'aspect prévention. On est un peu, disons, un maillon pédagogique de la chaîne de valeur de la santé connectée. On souhaite agir comme un intermédiaire en fait entre les patients, mais également grand public, et les professionnels de santé, afin de travailler avec eux, voire pour eux, et non contre eux. Parce que c'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est ne pas prendre la place des médecins. C'est pas du tout notre choix stratégique. La place en fait qu'on souhaite occuper aujourd'hui, c'est vraiment aider les personnes à se prendre en main, à se responsabiliser donc, face à leur bien-être et à leur santé. Et le fait d'être une start-up, donc, ça permet aussi d'être orienté client, donc d'innover assez fréquemment et de développer une proximité avec nos clients. On souhaite en fait donner une nouvelle vision à l'individu par rapport à sa santé. Parce qu'on voit aujourd'hui que les données brutes sont importantes, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de créer de nouveaux usages, de créer une réelle expérience. Parce que les données brutes sont bien, mais il faut savoir les analyser, il faut savoir les valoriser. Donc c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui en tant que Startup Human Life, c'est valoriser les données remontées des objets connectés et applications bien-être et santé. Donc voilà, donc en fait, travailler son bien-être, c'est vraiment travailler sa santé aujourd'hui. Et pour en revenir donc à l'écosystème, on voit que les gros acteurs tels que Apple pourraient nous laisser peu de place justement parce qu'ils ont plus de notoriété, peut-être plus de connaissances que nous. Mais nous, on voit plutôt ça d'une belle façon parce que ça permet d'évangéliser le marché et ça nous promet un bel avenir. Effectivement, vous avez parlé du bien-être. Je rappelle la définition officielle de l'OMS de la santé. Ce n'est pas une absence de maladie, mais un état global de bien-être physique et psychique. Malika, on voit bien que les données sont au cœur de cette transformation. On a mentionné, je l'ai mentionné tout à l'heure, Camille en reparle, on a mentionné Apple, tous ces nouveaux entrants qui arrivent, et on se pose souvent la question, est-ce que c'est la fin de la pharma ? Est-ce que les big tech vont vous remplacer ? Comment vous voyez justement ce lancement de ResearchKit en début de semaine par rapport à ce qu'est le cœur de votre métier, la découverte de molécules et le développement d'essais cliniques ? Alors, je dirais un peu comme Camille, c'est quand même, moi je vois ça d'un œil plutôt positif, parce que plus il y aura d'acteurs sur les marchés qui vont innover et créer des solutions qui vont nous permettre justement d'accélérer la recherche, parce que ça va aussi jusqu'à là. Dans l'annonce qui a été faite par Apple, quel que soit le produit qu'ils soient en train de monter, l'un des grands enjeux majeurs aujourd'hui pour permettre de résoudre les grands problèmes de santé publique, c'est de trouver des moyens de réduire la durée des essais cliniques.
Donc la durée pendant laquelle on doit tester le produit jusqu'à être capable d'avoir l'autorisation de le mettre sur le marché. Aujourd'hui, ces durées d'essai durent plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, ça va de 3 ans jusqu'à 10 ans, parfois 15 ans, parce que nous ne sommes pas organisés, et la façon classique de le faire, avec beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de papiers, beaucoup de reporting, identifier les patients, on ne sait pas où ils sont, etc. Tout ce modèle classique ne fonctionne pas et dure des années. Avec l'arrivée du numérique, et notamment ce type de solution, ou celle qui intègre des objets connectés, on peut se mettre à penser que trouver les patients, on va aller les chercher sur le net, parce qu'ils sont là. Il y a des communautés de patients, des organisations qui sont en ligne. Donc on va pouvoir déjà les identifier beaucoup plus rapidement. Et deuxièmement, collecter les données à travers toutes les apps qui sont en train de se créer aujourd'hui vont permettre aux patients directement de rentrer soit lui-même ses données, soit au travers d'objets connectés, de pouvoir permettre de les transmettre automatiquement. Donc dans les 2 cas, tout ça va nous permettre d'accélérer le résultat de nos recherches et d'arriver avec des produits beaucoup plus rapidement sur le marché, justement pour la santé et le bien-être de tous les patients. Donc c'est plutôt, de mon point de vue, une belle innovation et une bonne nouvelle pour le futur de l'industrie. Cécile, dans votre start-up, Atiantiam, vous travaillez aussi beaucoup sur ces données pour la recherche clinique, mais pas tellement en amont, mais en aval de la commercialisation des produits, pour avoir des informations in real life. Comment vous voyez aussi cette évolution sur ResearchKit ? Alors, c'est une grande chance, en fait, cet accès. En fait, les données, elles ont toujours été là. C'est simplement l'accessibilité à ces données qui est nouveau. Ça va pouvoir, pour moi, révolutionner un petit peu tous les milieux. Alors, ça va pouvoir, effectivement, à l'échelle du patient, comme par exemple avec Human Life, ça va lui permettre de mieux se prendre en charge, de mieux se connaître aussi avec tout ce qui est Quantified Self. Ça va être utilisé par le système de santé aussi, toutes les énormes bases de données de l'assurance maladie. Elles vont pouvoir servir à mieux comprendre comment optimiser le parcours de soins, la qualité des soins, comment mieux dépenser l'argent, etc. Et pour le médecin, ça va avoir plusieurs applications. L'une des applications, c'est effectivement de pouvoir aller chercher maintenant, grâce aux smartphones et aux objets connectés, ce qu'on appelle les données en vie réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la vie du patient, dans son environnement, au quotidien, et pas uniquement en consultation. Bonjour monsieur, bonjour madame, que s'est-il passé sur les 3 derniers mois ? C'est un petit peu compliqué de se rappeler. Après, ça va être pour le côté monitoring des patients, mieux comprendre les maladies, mieux aider au suivi de la maladie, à prescrire le bon traitement. Et puis, ça va aussi permettre de créer des algorithmes dont tout le monde a un petit peu peur, mais que je vois de façon très positive. Pourquoi ? Parce que les algorithmes médicaux, donc c'est comme l'ordinateur Watson d'IBM, eh bien, un médecin, il faut savoir que s'il devait se tenir à jour de toute la recherche, de toutes les nouvelles en fait, apportées par la recherche médicale, ça lui prendrait 160 heures par semaine. Watson, vous buvez une tasse de café, vous avez fini, il a lu 200 millions de pages. Voilà, et il est capable de faire des propositions. Par exemple, dans les cancers, prescrire des chimiothérapies aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. Eh bien, il va pouvoir proposer une hiérarchie de quelle chimiothérapie, pour quel patient, quels ont été les résultats des dernières recherches. Et donc, ça va pouvoir aider le médecin. Ceci étant, ces algorithmes, ils sont là pour aider. Ils ne prennent pas la décision médicale finale. C'est une aide au médecin qui, lui, ensuite, décide avec le patient quelle va être l'issue de la consultation ou du traitement. Donc moi, je vois vraiment ça comme quelque chose de positif partout où que cela soit. Après, il va falloir faire attention, c'est aussi une boîte de Pandore. Il va falloir vérifier quelles données, pour qui, à qui elles appartiennent, est-ce qu'elles sont monétisées, la confidentialité, la sécurité. Enfin voilà, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place autour, mais c'est quelque chose qui peut apporter un vrai bénéfice. Justement, à ce sujet, Anne, comment vous positionnez ? Vous travaillez beaucoup sur la recherche aussi au sein de votre association. Quelle est la place justement des patients et des associations de patients par rapport à cette question de la recherche clinique ? Ouais, en fait, je voudrais quand même faire 2 petites remarques. La première, c'est qu'effectivement, dans la recherche clinique, c'est bien de recruter des patients. C'est encore mieux quand les patients sont dans les designs des études. Ensuite, l'autre chose, c'est 2 petites remarques, c'est que dans le paysage, en tout cas des maladies dont je m'occupe, des applications, des plateformes, des choses comme ça, souvent on a des applications qui sont liées à l'observance, c'est-à-dire bien prendre son traitement, qui sont liées à des aides à la consultation médicale pour le médecin, mais finalement, très peu d'applications
sont construites pour, par et avec les patients. Donc je pense que la co-construction, il y a encore du boulot, quoi. Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, qui est vraiment important aussi, je crois, c'est que effectivement dans les données, on est sans cesse en train de savoir effectivement maintenant quelles sont les données en vie réelle des malades. Et alors à travers tout un tas de scoring, c'est-à-dire que les malades doivent rentrer un certain nombre de données sur leur smartphone, sur des scores de qualité de vie, de fatigue, de handicap, de la vie professionnelle, etc. Tout ça, c'est bien beau, mais d'une certaine façon, on retourne finalement vers le malade instrumentalisé, le malade un peu objet d'observation. Et ce qui est important dans ces données, quand on veut les obtenir, c'est finalement que le malade, il sache pourquoi il le fait, et quels en sont les résultats, quelles en sont les conséquences, et qu'est-ce que ça fait avancer, qu'est-ce que ça accélère justement. Ça, c'est vraiment très important pour respecter le patient en tant que personne, en tant que quelqu'un qui est un sujet, qui n'a pas envie de perdre son autonomie parce qu'il a eu du mal à la gagner. Je crois que ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes. Camille, rapidement, on a évoqué la question de la sécurité des données. Comment vous abordez cette question-là au sein d'Human Life ? Alors nous, on a vraiment pris le parti comme je vous le disais, de valoriser les données et de ne pas en faire commerce. Donc on ne les utilise pas du tout à des fins commerciales, à des fins marketing, à des fins analytiques. En plus, nous hébergeons toutes les données de notre plateforme chez un hébergeur agréé de données de santé, ce qui représente un énorme budget. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Depuis le départ, notre valeur ajoutée, c'est l'éthique. Donc c'est vraiment, comme le disait très justement Anne, c'est permettre aux personnes, aux patients, d'avoir ces données en un seul et même lieu et que ces données lui soient utiles à lui et qu'à lui. Donc ces données lui sont 100% confidentielles, 100% sécurisées, et ces données l'aideront à comprendre sa santé, comprendre comment aujourd'hui, demain, il peut aller mieux. Bien sûr, toujours avec l'aide d'un médecin, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on ne peut pas aujourd'hui se traiter tout seul, comprendre tout seul nos problèmes de santé, mais l'idée de la prévention et que la prévention soit vraiment bien amenée et bien expliquée aux personnes, je pense que c'est déjà un grand pas. Et pour finir, sur l'éthique et sur la sécurité des données, on a pris aussi le parti de nous entourer d'un comité d'éthique qui est constitué de professionnels de santé. Donc encore une fois, ça renforce l'idée de sécurité, d'éthique chez Human Life. Voilà. Géraldine, dernière question pour vous. Est-ce que vos confrères sont prêts à vendre des objets connectés ? Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir et à suivre les patients arrivant avec leurs données ? Vous travaillez beaucoup sur l'éducation auprès d'eux. Comment ils sont ? Alors, oui, effectivement, on travaille beaucoup, nous, sur l'éducation, puisqu'il faut aussi créer l'appétence vers le digital et vers tout ce qui est numérisé maintenant. Donc le pharmacien n'est pas encore tout à fait prêt, mais je pense que la communauté va vraiment dans ce sens-là. Donc l'éducation, c'est une partie, ça c'est sûr. Après, il y a aussi, évidemment, pour moi, le pharmacien étant un professionnel de santé, il va falloir qu'il y trouve l'intérêt pour son patient. Il ne conseillera pas une application ou une plateforme ou quoi que ce soit s'il n'y a pas l'intérêt pour son patient, ça c'est sûr. L'autre point, je pense que c'est que lui-même ait sa propre expérience dans le digital, parce qu'effectivement, on conseille toujours mieux quand on a essayé, quand on est dedans. Donc ça, je pense que son expérience est hyper importante. L'autre point, en fait, c'est aussi l'accompagnement, effectivement, aller un petit peu plus loin vers le pharmacien pour lui montrer qu'il ne deviendra pas le technicien, puisque c'est vrai que le pharmacien étant ouvert de manière très importante au niveau des plages horaires de l'officine, il a un petit peu peur de devenir technicien de l'objet connecté qui ne marche plus ou technicien d'une application qui finalement ne fonctionne pas comme il voudrait. Donc il va falloir l'accompagner aussi pour lui montrer que non, il y aura vraiment cet intérêt et pas forcément ce côté technique et qui pourra lui-même mettre ses propres limites. Enfin, le dernier point, je pense que comme l'économie de l'officine est très particulière en ce moment, il y a une véritable rupture en fait, du modèle économique de l'officine, puisqu'on a une pharmacie tous les 3 jours qui ferme à l'heure actuelle. Donc c'est quand même, ça va très vite et c'est important que le pharmacien se renouvelle, innove.
Donc pour moi, le digital va être un outil, effectivement, qui va permettre de développer ces services-là par le pharmacien, et donc ces services qui seront sûrement rémunérés. Donc ça va évoluer avec le métier de pharmacien, et le pharmacien va évoluer dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup. On doit clôturer cette table ronde, malheureusement. Donc, en tout cas, merci à toutes et portez-vous bien.